salon, appelé Salon Petit Mars, Grand Mars, pardon, au nom des Rémoises et des Rémois, et j'ai souhaité personnellement, en tout cas, pouvoir ouvrir cette rencontre, et je tiens à vous prendre mes excuses, je ne pourrais pas rester pour d'autres obligations. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'accueillir ce Tour de France, puisque nous sommes une des premières villes étapes, la première ville étape, sur un sujet ô combien important, qui concerne bien sûr aujourd'hui l'association sportive, mais qui peut être dupliqué à d'autres secteurs, on va dire la culture en aparté. Alors, je ne vais pas ici vous faire l'éloge, en tout cas, ou vous faire la présentation de la politique sportive de la ville, mais je voudrais venir directement au fait. On le sait aujourd'hui, il y a eu un épuisement des ressources des collectivités et que nous devons être plus efficients en maîtrisant un budget de plus en plus contraint. Parallèlement à cela, il y a une évolution du monde sportif. La gouvernance change. Ce qui était vrai il y a 50 ans n'est plus vrai aujourd'hui. On le voit au niveau des collectivités, des communes, mais également au niveau des départements, des régions et d'un point de vue national. Il y a également une mutation de cette société. On parle beaucoup d'ubérisation de la société, également des données, big data et autres, qui vont avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation du système sportif et du sport en France. Et donc, tous ces paramètres nous obligent, décideurs locaux, mais également présidents ou présidents de l'association, responsables d'associations sportives, à revoir l'ensemble de nos missions et surtout le mode d'exercice et bien sûr le mode de financement. Alors, il est clair que pour une collectivité, tout ça c'est un peu particulier, c'est un tournant, c'est un véritable virage aujourd'hui, et qu'il nous faut adapter cette politique sportive en fonction de cette évolution, avec des choix parfois qui sont difficiles à prendre, mais nous devons le faire, parce que derrière on parle d'argent public, et qui dit argent public, d'argent du contribuable, et donc il y a des choix si on veut rester performant et accompagner ces évolutions. Alors nous avons souhaité au sein de la municipalité, bien sûr, instaurer un dialogue avec l'ensemble des acteurs, et je vous invite dès maintenant, j'ai aussi une invitation à vous faire, au mois de mars prochain, puisque nous aurons le 4 mars prochain, nous aurons avec la région, alors en présence du président de la commission sport de la région Grand Est, M. Obeyer, avec l'ensemble des élus de la ville de Reims, ce sera l'occasion de vous présenter les nouvelles orientations que nous souhaitons mettre en place dans le domaine sportif, les restructurations qui vont pouvoir avoir lieu dans les institutions sportives au sein de la collectivité. Et donc, il est important que vous puissiez être présent à ce grand rassemblement, entre guillemets, du monde sportif à Reims le 4 mars prochain. Les invitations, bien sûr, seront lancées très prochainement. Alors, à partir de là, il y a aussi tout ce qui concerne la mutualisation. Parce que qui dit argent qui se fait de plus en plus rare, il y a cette mutualisation. Nous avançons dans la mutualisation d'un certain nombre d'associations, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, en fonction de la présence de tel ou tel équipement, on ne peut plus satisfaire l'ensemble des clubs. Et qu'il y a certaines disciplines qui méritent d'être mutualisées. Et je le dis, nous travaillons bien avec notamment les clubs de natation, parce que l'objectif, c'est qu'à septembre 2017, il n'y ait plus qu'un club de natation à Reims. C'est l'exemple, en tout cas, que je souhaitais donner ce soir. Il y a d'autres clubs qui ont pris des initiatives là, personnelles de mutualisation. Je parle du judo, il y a le badminton également qui me semble qui est également dans les rangs. Il y a le vélo également qui souhaite se mutualiser. Alors après, il y a le fonctionnement de vos clubs, il y a également l'organisation de manifestations. La collectivité est là bien sûr pour mettre à disposition des équipements qui vous permettent d'organiser ces manifestations et ces grands événements sportifs que nous souhaitons à Reims. Je le reconnais aussi, tous les équipements aujourd'hui ne permettent pas d'accueillir toutes les manifestations que nous souhaiterions pour faire de Reims une ville véritablement événement sportif, mais nous mettons les moyens nécessaires. Je ne reviendrai pas sur le complexe aqualudique, dont d'ailleurs le lauréat sera choisi début juin, donc début des travaux fin 2017, début 2018, et la salle événementielle, l'Arena, qui nous permettra, au-delà d'accueillir bien sûr les matchs du CCRD dans un écrin de la même manière pour pouvoir accueillir l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire des mécènes du club, on pourra accueillir d'autres manifestations d'envergure, telles une Coupe Davis, une Fed Cup ou autre, des matchs également de handball, en tout cas un équipement qui nous permettra d'organiser de multiples événements sportifs.
Et puis il y a toutes ces manifestations qui sont organisées par les clubs aujourd'hui, sur lesquels nous vous accompagnons, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est bien sûr, je salue notamment la présence du président, mais c'est bien sûr le jumping qui monte en plus cette année au niveau catégorie. Je crois qu'on va être la seule manifestation équestre du Grand Est de catégorie 3 étoiles, c'est ça? Donc, j'ai retenu la leçon. Nous avons également un autre événement autour de l'équitation équite qui va se dérouler ce week-end et le week-end prochain. Il y a ce soir le meeting d'athlétisme indoor, meeting national organisé par le DAC. Nous avons les championnats de France indoor TT8 organisés par le Reims Endurance Model Car. Nous avons la nuit de la boxe qui va arriver également prochainement à Renétis. Et enfin, nous attendons avec impatience le Final Four de handball à Renétis, où nous verrons un certain nombre de champions du monde ici sur le parquet de Renétis. Donc vous le voyez, une politique sportive qui essaye d'aller vers l'organisation ou l'accompagnement d'événements sportifs, parce que derrière ce sont des locomotives qui doivent inciter nos jeunes à aller dans les clubs, à être licenciés dans telle ou telle discipline. De l'autre, un accompagnement au club d'un point de vue fonctionnement, avec ces fameuses subventions de fonctionnement qui certes ont diminué de 5% en 2014, mais qui n'ont pas bougé depuis maintenant 2 ans et demi. Mais derrière ça, il va vous falloir trouver d'autres partenaires. Certains le font depuis un certain nombre d'années. Il y a certains clubs qui vivent sans subvention de la collectivité, et je tiens à le préciser. Mais cette recherche de fonds, de financement, c'est un nouveau modèle qui se met en place. À titre d'exemple, là on met en place dans le domaine culturel et au niveau du patrimoine avec le mécénat, notamment dans la restauration du patrimoine. La Fontaine-Soubé n'a pas coûté 1 euro à la collectivité, c'est le mécénat, c'est du crowdfunding qui a permis de financer la restauration et la remise en eau de la Fontaine-Soubé. Aujourd'hui, le monde sportif doit aller également dans ce sens. Voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Je ne vais pas être plus long. En tout cas, nous croisons les doigts parce que dans quelques semaines également, pour l'événement sportif, nous aurons la décision finale pour savoir si Reims accueillera la Coupe du Monde de foot féminine en 2019. Derrière ça, c'est toute une politique qui se met en place, une politique sociale, une politique sportive, parce que s'il y a la Coupe du Monde de foot féminine à Reims, c'est pas uniquement le foot qui sera mis à l'honneur, c'est bien sûr une politique autour du sport féminin, développer le sport féminin dans notre territoire, le sport comme vecteur social, comme lien social. Donc c'est l'ensemble des clubs, quelles que soient les disciplines, qui seront associés à cet événement international que j'espère nous aurons en tout cas l'occasion d'accueillir en juin 2019. Voilà mesdames et messieurs, je vous souhaite d'excellentes soirées, en tout cas de bonnes tables rondes, et puis je remercie les organisateurs de leur venue à Reims parce qu'ils vont pouvoir vous éclairer sur d'autres pistes de modes de financement pour développer vos associations, vos clubs et vos activités. Merci à vous et très bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le député maire. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de nous accueillir ici au nom des fondateurs de Facebook. Alors, on va commencer par la première table ronde. Donc, comme vous disait monsieur Robinet, c'est la première étape d'un tour de France du crowdfunding, qui est la société Feusberit de Charles Mahé, qui est ici présent. Et derrière vous, Guillaume Gibon, chacun va intervenir tout à l'heure dans des tables rondes. Donc, pour la première table ronde, j'appelle monsieur Lang, s'il vous plaît, nous rejoindre. Monsieur Collard, qui est le président du CROSS, que je remercie également parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire cette première étape. Monsieur Lang, donc, qui est le conseiller municipal délégué aux associations sportives. Charles Mahé, donc, l'autre, le cofondateur de Feusberit. Si tout marche, normalement, donc on va faire une première table ronde sur l'évolution du financement du sport. Donc la première question que je voudrais poser à M. Collard, c'est pourquoi est-ce que vous nous avez dit tout de suite oui quand on a échangé, notamment avec vos équipes, que je remercie également, pour organiser cette première étape à Reims, et pourquoi vous étiez, ça vous tenait tant à cœur d'organiser un tel événement? La question financière est au cœur de notre préoccupation. Le comité olympique et sportif, il a vocation à représenter et accompagner les dirigeants sportifs, et tout dirigeant sportif est confronté à la question de la recherche de fonds. Il a des habitudes, bien sûr, par rapport à sa collectivité territoriale de proximité, qui est la municipalité, ou éventuellement les conseils départementaux et régionaux.
le CNDS, les campagnes de CNDS, on a quelques traditions en la matière, mais on a ressenti au niveau du mouvement sportif, du comitage sportif, qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être pensées, d'autres choses qui pouvaient se jouer, et toujours le fantasme d'aller chercher du mécénat, d'aller chercher du financement privé. Et puis c'est vrai qu'à travers toutes les nouvelles modalités de contacter des financeurs, à travers tout ce qui peut être développé en matière de crowdfunding, on y voyait peut-être un intérêt, quelque chose qui commençait à poindre et qui pourrait intéresser nos dirigeants de club. Et c'est à ce titre-là qu'on avait souhaité monter une manifestation en la matière, et puis qu'on a donc pris échange avec l'initiative et puis la solution que proposait cette entreprise, et qu'on souhaitait pouvoir la faire partager et faire découvrir un nouveau système de financement qui pouvait peut-être être complémentaire, trouver un intérêt nouveau pour des initiatives, pour des projets qui ne trouvaient pas forcément un financement par les collectivités publiques, puisque les collectivités publiques, au-delà d'une petite baisse, mais c'est surtout aussi une réorientation des financements qui sont les leurs, puisqu'on a de plus en plus des appels à projets, on est de plus en plus opérateurs presque de ces collectivités territoriales sur des actions qui sont bien sûr en relation avec le sport, mais un petit peu moins avec la logique compétitive, un petit peu moins avec la logique d'organisation de manifestations, et pouvoir permettre à nos clubs, à nos dirigeants de retrouver une forme d'autonomie sur le projet associatif et à trouver d'autres financements. Voilà, on voulait pouvoir échanger, communiquer et peut-être faire naître un intérêt, une possibilité potentielle autour du financement participatif. Merci. C'est une table ronde évidemment qui a vocation à être un échange, évidemment un échange avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à nous interrompre. Alors, ce qui est intéressant quand même de regarder, vous pouvez le voir sur le graphique qui est sur l'écran, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore quand même beaucoup d'argent public qui est fléché vers le sport. Vous pouvez le voir, il y a 18,2 milliards d'euros. Donc, la grande partie, c'est plus de 12 milliards des collectivités locales. Donc, on n'est pas en train de dire que demain, il n'y aura plus d'argent public. C'est en tout cas pas du tout ce qui est en train de se passer. En revanche, il y a un sondage de l'ANDES. L'ANDES, c'est l'Association nationale des élus en charge du sport, qui est assez intéressant, et qui a demandé à ses adhérents s'il y avait eu des augmentations, des baisses ou des stagnations de leurs subventions vers les associations sportives. Et il y a quand même 26% des communes qui ont baissé leurs subventions vers les associations sportives. Donc c'est des choses qui en ce moment sont récurrentes depuis quelques années. Donc c'est évidemment des choses à prendre en compte, et c'est tout l'intérêt justement de notre table ronde d'aujourd'hui. Monsieur Lang, les sujets. Quelle est alors évidemment, on a bien compris qu'il allait y avoir une grande messe pour évoquer ce sujet au niveau de la ville de Reims, mais qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire à propos justement des subventions et des différents critères que vous mettez en place vers les associations sportives? Oui, déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci de démarrer votre tournée à Reims. Comme l'a dit M. le député maire, c'est très important pour nous parce qu'effectivement, le financement des associations, c'est un des aspects principaux de la politique sportive de la ville de Reims. Et comme il l'a souligné, nous avons été obligés, du fait de la baisse des dotations de l'État, de faire une baisse en moyenne de 5% des associations sportives. Et à partir de là, donc ça c'était la première année du mandat, nous avons maintenant un budget constant concernant les subventions des associations sportives. Comme le député maire l'a dit, nous aurons donc le 4 mars un rendez-vous important avec l'ensemble du monde associatif où nous pourrons définir l'ensemble des critères qui vont être mis en place concernant ces subventions. Bien sûr, on peut en discuter dès maintenant et on connaît bien sûr les différents aspects qui vont apparaître dans ces critères. Bien sûr, le nombre de licenciés est un aspect important. On sait qu'une association qui a plus de licenciés, plus d'adhérents, demande aussi souvent une subvention des fois plus importante. Il y a aussi un aspect important, c'est la mutualisation. Nous souhaitons effectivement encourager la mutualisation des associations. Nous avons donc
plusieurs exemples qui ont été cités par le député maire. Je pense bien sûr au badminton qui doit fusionner cette année. Nous avons eu l'exemple du judo, avec une fusion qui a eu lieu il y a déjà quelques années. Et puis le grand projet de la fusion des clubs de natation est une volonté du député maire dans le cadre de l'ouverture du grand complexe aqualudique en début 2020. Donc il faut que pour que ce complexe puisse rayonner, que nous ayons un club très puissant parmi les tout premiers clubs français. Donc c'est un aspect sur la mutualisation. C'est uniquement au niveau des clubs de la ville de Reims ou également il y a des discussions avec des clubs qui sont dans l'interco par exemple? Alors, c'est essentiellement avec les clubs de la ville de Reims puisque la compétence sportive reste du ressort des communes. Nous avons depuis le 1er janvier la création de la communauté urbaine du Grand Reims, c'est vrai, avec 300 000 habitants, qui est une force pour notre territoire, et ça fait partie de l'ensemble d'une politique globale concernant la création aussi de la région Grand Est, parce que nous voulons exister, être la porte d'entrée ouest de cette grande région, être la première agglomération après Strasbourg, c'est important. Il faut savoir que le Grand Reims, c'est plus important que le Grand Nancy ou l'agglo de Metz. Et ça nous permet de rayonner et d'être plus connus aussi dans le futur que les autres agglomérations du Grand Est. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une démarche sans doute différente. La création du Grand Reims, c'est parce que c'est pour rayonner à travers cette région et puis même au-delà, à travers le grand bassin parisien, puisque nous avons aussi la vocation d'être la porte d'entrée est, cette fois, du grand bassin parisien, et puis donc de rayonner par rapport à ce qui peut se passer à Paris. Le député maire a parlé effectivement des Jeux Olympiques 2024. Nous espérons que Paris sera retenu pour pouvoir aussi participer d'une façon ou d'une autre à ce grand rendez-vous. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse concernant effectivement les associations sportives, la compétence restant celle de la commune, il peut y avoir des accords. Il peut y avoir des accords sur tel et tel club qui est originaire d'une commune, mais qui aussi a une activité sur Reims. Ça peut arriver. Je rappelle que d'ailleurs, certains critères qui existent depuis très longtemps concernant une première année d'existence, et puis aussi avoir le siège à Reims, ou au moins qu'il y ait une activité qui se déroule sur la commune de Reims. Donc effectivement, ça n'opère pas forcément le fait qu'une association sportive soit sur une commune différente de celle de Reims. Mais bon, c'est un aspect effectivement important. Je parlais effectivement aussi d'un soutien. Nous avons vocation aussi à soutenir une politique sportive fédérale, c'est-à-dire que peut-être qu'en ce qui concerne les clubs de loisirs, j'ai des exemples dans la salle où lorsqu'il s'agit uniquement de loisirs, on a tendance aussi, sans doute, les collectivités ont sans doute tendance à moins aider que lorsqu'il s'agit d'un sport fédéral. Il y a aussi effectivement le coût. Il y a certains sports qui occasionnent des coûts importants, des frais importants, parce que cela nécessite d'avoir une tenue ou du matériel assez onéreux, et donc ces associations-là, effectivement, ont peut-être vocation à être un petit peu plus soutenues que d'autres. Il y a aussi la jeunesse qui est un critère important. C'est vrai que lorsqu'il y a un public jeune au sein des associations sportives, c'est souvent un public qui a peut-être un petit peu moins de moyens, donc c'est aussi un aspect important qu'il faut souligner, et peut-être que certaines associations qui ont un public jeune pourront être aidées un petit peu plus différemment. Donc voilà, c'est un aspect, en tout cas de la mutualisation, c'est vraiment le cœur de notre politique sportive au niveau des associations, et nous souhaitons pour que à la fois les associations se portent mieux, qu'elles soient plus importantes au niveau de notre région, et qu'elles fassent rayonner aussi notre ville. Nous souhaitons vraiment avoir des associations fortes, puissantes, et le leitmotiv étant faire mieux avec moins, c'est sans doute une méthode très intéressante et la plus performante pour nos clubs. Monsieur Collard, comme on peut le voir là sur cette route graphique,
ça, justement, ça rejoint ce que vous disiez, M. Lang. Il y a 63%, donc ça c'est en France, hein, des associations sportives qui ont des budgets de moins de 10 000 euros. Donc c'est des chiffres qui permettent d'imaginer justement pourquoi mutualiser peut être intéressant. C'est des choses que vous voyez, vous, au niveau des associations sportives du cross sur le Rhône. On voit bien là l'émiettement de la pratique sportive, de sa structuration. On a beaucoup de petits clubs. Un des enjeux pour réussir à faire de la performance, pour réussir à professionnaliser, pour pouvoir garantir une qualité d'accueil et d'accompagnement de nos sportifs, de nos jeunes, c'est bien d'atteindre un certain stade. Aujourd'hui, les rapprochements entre associations qui permettent aussi de peser sur les collectivités territoriales pour obtenir plus de créneaux, mieux de créneaux, éventuellement peut-être même des salles dédiées, ça peut arriver, c'est bien atteindre des niveaux de regroupement, de niveau de pratiquants, de nombre de pratiquants. On a ça dans d'autres pays où effectivement on a beaucoup de petites associations. Ces petites associations elles ont un intérêt dans le sens où il y a une sorte de vitalité associative, il y a beaucoup d'initiatives, mais après dès lors qu'on veut essayer de se frotter au haut niveau, il faut effectivement penser à des coopérations, voire des regroupements. Notre objectif étant d'accompagner la professionnalisation, il y a effectivement des effets de seuil, donc une opportunité, un intérêt à avoir ces rapprochements. Alors parmi les associations sportives, ça c'est un autre graphique, il y a 46% d'entre elles qui déclarent rencontrer des difficultés avec la baisse des subventions publiques et donc des difficultés évidemment à se financer. Alors le crowdfunding, ça peut être évidemment une source de financement possible. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va remplacer le financement public? C'est une question qu'on pourra poser à Charles Maes, ça serait je pense une très bonne nouvelle pour FaceBury. Charles, le crowdfunding, d'après toi, ça restera une source de financement qui prendra de plus en plus de place parmi les associations sportives, ou ça peut vraiment occasionner un chamboulement du financement du sport? Alors, avant toute chose, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités. On est ravis de monter cet événement en partenariat avec le CROSS. Alors, nous, notre venue, je reviens très brièvement et je réponds à la question. On a 2 ans et demi, on accompagne quotidiennement des projets sportifs portés par des clubs, majoritairement, mais aussi des athlètes, des sportifs amateurs. Et notre métier, il est vraiment de les amener à communiquer le mieux possible pour réussir leur campagne de fonds. Donc, merci pour cette mise en perspective qui est évidemment importante. Et nous, je dirais que vraiment notre métier, c'est d'opérer sur des projets qu'on reçoit et de les accompagner au mieux. Évidemment, quand on a créé FaceBury, on a très vite cerné l'intérêt d'appliquer le crowdfunding au domaine du sport. Au moins 2 intérêts. Le premier, il est financier. Et le second, il est presque plus important, c'est de replacer en fait, les communautés de vos clubs et de vos projets au centre du jeu et au centre du terrain. Puisqu'en réalité, le crowdfunding permet d'impliquer directement ces communautés pour porter, co-financer, d'une certaine manière, ensemble, un projet. Donc ça permet véritablement aussi de communiquer sur son projet et de s'assurer du soutien de ses pratiquants, de ses supporters, de proches ou de loin, et de mobiliser un écosystème autour de son projet. Pour répondre à la question, non, le crowdfunding n'a pas vocation, en tout cas dans les quelques années qui viennent, à remplacer le financement public. S'il peut être efficace pour compléter les budgets, c'est déjà, je pense, énorme. Après, l'ambition du crowdfunding tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas de remplacer les subventions publiques. Il émerge un chiffre, on reviendra dessus et on va vraiment ensuite dans la seconde partie essayer d'être très pratico-pratique, mais c'est à peu près 1,5 ou 2% d'associations sportives qui aujourd'hui ont porté une campagne et se sont lancées dans un crowdfunding. Ce qui représente finalement très très peu d'associations. Souvent les gens connaissent le mot crowdfunding, on le prononce de temps en temps assez mal, c'est un mot qui est assez bizarre. Mais voilà, il y a une appréhension, peut-être un manque d'information, et c'est tout l'enjeu de notre venue. Après 2 ans, on a fait nos preuves, on a des méthodes qui fonctionnent, on souhaitait parcourir un petit peu le territoire pour aller à la rencontre des associations, répondre à leurs questions. Voilà, c'est vraiment la démarche qu'on a faite. Alors, sur FaceBury, vous avez également des entreprises en fait, qui sont des entreprises partenaires et qui viennent abonder des projets, et notamment le Crédit Agricole. Je crois qu'il y a quelqu'un qui représente le Crédit Agricole dans la salle.
Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne, le système, et puis évidemment nous dire aussi si au niveau local ça peut être intéressant pour des clubs, ça leur permet d'entrer en contact plus facilement avec les entreprises locales. Oui, alors nous on est une start-up, une société de droit privé. Comment on se rémunère? On perçoit une commission sur les sommes qui sont levées, au succès, je pense qu'on reviendra dessus aussi. Et c'est une commission, aujourd'hui il nous faut faire beaucoup de projets, lever beaucoup d'argent pour pouvoir nous développer et payer nos charges, et puis peut-être même faire du bénéfice. Notre modèle, si vous voulez, et c'est presque la partie immergée de l'iceberg aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on peut rassembler autour de notre outil d'autres acteurs, d'autres donneurs d'ordre, et en l'occurrence peut-être dans un premier temps les entreprises privées, peut-être même dans un second temps des collectivités territoriales pour flécher des subventions, mais aujourd'hui on initie des choses avec des acteurs privés qui savent très bien faire du sponsoring sport business, qui ont beaucoup plus de mal à traiter l'infra sport business, si vous voulez, qui sont en fait toutes les associations, les tissus sportifs. Et donc on leur propose via notre plateforme de mettre en valeur ces engagements et de venir co-financer certaines campagnes. Bon, le Crédit Agricole est très lié au football et on a un programme avec eux, c'est vrai, où les projets foot qu'on rentre ou les projets foot qu'eux reçoivent peuvent bénéficier d'un abondement de la part du Crédit Agricole. Donc ça c'est un modèle qui vient s'ajouter en fait à notre modèle, qui propose une valeur ajoutée aussi intéressante pour les campagnes, puisque ça permet d'aller augmenter le financement levé entre ces communautés, enfin au travers de ces communautés. Et c'est un modèle qu'on est amené à reproduire. On a beaucoup de discussions avec beaucoup d'entreprises qui se posent aussi la question de savoir comment est-ce qu'on fait du sponsoring local et du sponsoring de proximité. Le crowdfunding, on va passer ensuite à la table ronde numéro 2 pour approfondir un peu plus exactement ce que c'est que le crowdfunding avec d'autres intervenants. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants de la première table ronde? Tout était très clair pour vous. Il me reste à vous remercier. Merci beaucoup d'être venus. Alors, avant d'accueillir nos intervenants suivants, je vais essayer de faire un petit jeu. Est-ce qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui a un smartphone? Alors, je vais demander à chacun d'entre vous de bien vouloir sortir votre smartphone, si ça marche. Si la technologie ne joue pas des tours. Alors, sortez votre smartphone, s'il vous plaît, et vous allez taper dans votre moteur de recherche Kahoot. K-A-H 2-O-T. Et normalement, quand vous allez sur le premier lien, on va vous demander de rentrer un code PIN. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Quand il est marqué Game PIN, vous écrivez 13 96 53. Pour qui ça ne marche pas? Voilà, vous mettez votre nom ensuite, voilà, très bien, vous avez compris, parfait. Ça marche. On a 14 joueurs. On peut faire mieux, on peut faire mieux. On vous attend. On réussit à le faire et vous êtes prêts, on attend encore un petit peu. C'est bon? Alors, la première question qu'on vous pose. Ah, il y en a encore, qui arrivent. Allez, 35, c'est parti. Alors, on va vous poser 3 questions, évidemment, sur le crowdfunding. La première question est, avez-vous déjà participé à une campagne de crowdfunding, que ce soit en tant que porteur de projet
ou est-ce que vous avez déjà fait un don. Donc vous tapez sur la case rouge pour dire non et la case bleue pour dire oui. Donc la rouge c'est non, la bleue c'est oui. 40 réponses. On ne peut pas faire plusieurs réponses normalement. Donc il y en a 26 qui n'ont jamais participé, déjà 15 qui ont participé. Parmi les 15 qui ont participé, c'est qu'il y avait des porteurs de projets. C'est-à-dire quelqu'un qui a déposé un projet sur la plateforme. Donc c'est des gens qui avaient donc participé financièrement. Merci pour ces porteurs de projets. Alors, d'après vous, combien de clubs sportifs en France ont fait appel à du crowdfunding en 2016? Alors, vous appuyez sur la touche rouge pour 1000, 500 c'est bleu, 5000 c'est jaune et 2000 c'est vert. Là, il y a une bonne et une mauvaise réponse. Tout à l'heure, je n'en ai pas évidemment. Donc, rouge 1000, bleu 500, vert 2000, jaune 5000. Deux qui n'ont pas répondu, un qui n'a pas répondu. 42 réponses. La bonne réponse était 2000. Bravo, il y en a 15 qui ont eu la bonne réponse. Donc 2000 clubs de sport en France ont donc participé, sont venus sur une plateforme de crowdfunding pour porter un projet. Et dernière question. Bon, alors c'est Charles évidemment qui a la meilleure réponse. Merci Charles. Charles qui est donc le cofondateur de Spirit, ça tombe bien que tu répondes bien à la question. Parce qu'évidemment, plus vous répondez rapidement, plus vous avez des points. Parmi ces exemples, lequel ne peut pas faire l'objet d'une campagne de crowdfunding? On a 60 secondes, hein, c'est un peu, on n'a plus de temps. Donc, se faire construire une piscine dans son jardin. Est-ce que vous pouvez faire une campagne de crowdfunding avec ça? Ouvrir une section e-sport dans votre club, acquérir du matériel pour votre club, des buts, des bus, des choses comme ça, financer la participation de votre club à un tournoi en France ou à l'étranger. Donc le rouge, c'est une piscine dans votre jardin. Le bleu, c'est section e-sport. Le vert, c'est acquérir du matériel. Et le jaune, c'est participer, financer votre participation, la participation de votre club à un tournoi. Bravo. Aux 40 qui ont répondu, vous n'avez pas le droit de faire construire une piscine dans votre jardin. On ne demandera pas qui sont les deux qui voudraient porter un projet comme celui-là pour se faire construire sa propre piscine. Donc voilà, c'était juste un petit quiz assez rapide pour introduire la table ronde suivante. Donc je vais appeler Estelle Demarque, experte en crowdfunding. Guillaume Dubois, qui a porté un projet justement sur la plateforme de Fuzzbury, et Guillaume Gibon, qui est l'autre cofondateur de Fuzzbury. On va les applaudir avant même qu'ils parlent. Alors Guillaume, je vais te poser la première question. Je suis désolé Estelle, c'est pas très galant, mais est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les principes du crowdfunding pour qu'on aille directement dans le vif du sujet? Bonsoir à tous. Effectivement, avec Charles, on est très content d'être là. On va, dans cette seconde table ronde, rentrer un petit peu plus dans le côté pratique. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le côté qui vous intéresse le plus, mais c'est peut-être celui qui va vous permettre de ressortir avec de nouvelles idées pour financer vos projets et développer votre club au quotidien. Quand on parle de crowdfunding ou financement participatif, donc on parle d'une campagne de collecte de fonds sur Internet où on mobilise ses communautés autour d'un projet. L'idée étant d'agréger le plus possible de contributeurs autour de son projet dans un laps de temps donné. C'est pas forcément une aventure très très compliquée, néanmoins il y a un certain nombre de règles à respecter, il y a un certain vocabulaire à connaître. Et avec Estelle, qui est une experte sur le sujet, et avec Guillaume qui va pouvoir partager son expérience, on va essayer de vous remonter un petit peu les bonnes pratiques. Quand on parle de financement participatif ou crowdfunding, il y a un certain nombre de mots-clés à connaître. Le premier mot-clé, si tu peux revenir le slide d'avant, Thomas, c'est la notion de campagne. Ce qu'on appelle une campagne ou une collecte, c'est la phase pendant laquelle, de 30 à 45 jours en moyenne, vous allez justement mener à bien votre projet, solliciter vos communautés et les faire participer à ce projet. D'accord ? Ça, c'est le premier mot-clé, c'est le mot campagne.
Il y a un second mot-clé qui est le mot l'objectif financier. Pour chaque campagne, on y associe un objectif financier. Cet objectif financier correspond au budget dont vous avez besoin pour réaliser votre projet et correspond au montant que vous devez collecter auprès de tous vos contributeurs. Ok, ça c'est le deuxième mot-clé important. Ensuite, on arrive sur le principe du tout ou rien. Tout ou rien, ça signifie que vous ne réussirez votre campagne et donc vous ne collecterez les fonds que si et seulement si vous avez atteint ou dépassé cet objectif financier. L'exemple qu'on fait généralement, qui est l'exemple d'un athlète qui veut participer à une compétition à l'international, il a besoin de 2 billets d'avion à Berlin, disons, cette compétition, 2 billets d'avion, 2 frais d'hébergement, 2 frais de nourriture et de frais d'inscription. S'il ne récolte un budget que pour l'avion et l'hébergement, son projet n'a pas de sens puisqu'il ne pourra ni s'inscrire ni se nourrir sur place, et c'est pour ça qu'on applique le principe du tout ou rien. Et enfin, le dernier mot-clé extrêmement important est le mot-clé contrepartie. Pour chaque campagne de financement participatif, on a donc un budget, un objectif financier. On a donc le principe du tout ou rien, atteindre ou dépasser cet objectif pour réussir sa campagne. Et ensuite, on a quelque chose à destination de vos contributeurs. C'est-à-dire que pour chaque contributeur qui va participer à votre projet, vous allez lui réserver un certain nombre de contreparties, qui sont des petits cadeaux, entre guillemets, qui sont là pour le remercier de participer. Quand on est dans votre cas, donc sur des campagnes de financement participatif de projets sportifs, l'idée n'est pas de l'inciter financièrement, donc on ne va pas lui reverser X% du résultat de la manifestation sportive, mais l'idée est plutôt de lui permettre de s'approprier véritablement l'événement. Donc on va lui offrir un goodies, un souvenir de l'événement, une rencontre ou un moment de partage entre le porteur de projet et toutes ses communautés de contributeurs. Voilà. Merci. Alors, pour être très concret, imaginons que je suis le président d'un club de tennis de table et je veux financer venir des tables ou alors un minibus pour pouvoir amener mes joueurs partout en Champagne-Ardenne pour une compétition. Quelles sont les questions que je dois me poser avant de me lancer dans une campagne de crowdfunding? Alors, de manière très pratique, il y a 5 questions qu'il faut absolument se poser avant de se lancer dans une campagne de financement participatif. C'est ça. C'est pas grave. Les 5 questions à se poser, premièrement, c'est quel est mon projet? Et là, effectivement, sur ce slide, qui n'est pas forcément très très clair pour vous, vous voyez un peu quels sont les différents types de projets qu'on peut porter. Alors, on a des projets peuvent être extrêmement variés, ils doivent tous néanmoins avoir un lien avec le sport. Donc, on a des projets type équipement, comme le citait Thomas, c'est acquérir du matériel pour mon club, un but, des mini-buts pour mon équipe de poussins quand je fais un club de foot, des tables quand je suis un club de ping-pong, des clubs quand je suis un club de golf, voilà, tout ce genre de choses. On peut avoir des besoins d'infrastructure aussi, quand il s'agit par exemple de rénover un terrain de tennis, mettre aux normes un terrain synthétique de football par exemple. On peut avoir des besoins pour organiser un tournoi, d'accord, pour mobiliser et avoir le plus de joueurs possible. Je pense à l'exemple du tournoi de jumping de Reims qui souhaite monter un petit peu en catégorie sportive. Ce tournoi pourrait tout à fait faire appel au financement participatif pour participer finalement et mobiliser les communautés pour monter un petit peu en gamme. Et ensuite, on peut avoir d'autres types de besoins pour aller justement participer à une compétition. Et là, ça va d'un championnat local à un championnat national. Ça peut même aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc la première question, c'est quel est mon projet? La seconde question, c'est quel est l'objectif financier? Je vous ai expliqué précédemment qu'il y avait le principe du tout ou rien. Le principe du tout ou rien, il est là justement pour que le budget associé à chaque campagne soit relativement raisonnable. L'idée, c'est pas d'afficher un budget de 150 000 € quand on a besoin que de 2 000 pour le réussir. D'accord? Il faut que le budget et l'objectif soient transparents, soient clairs vis-à-vis de vos contributeurs et qu'ils soient finalement extrêmement rationnels. La troisième question à se poser, c'est finalement qui va contribuer à vos projets. Donc là, en termes de contributeurs, on distingue 3 cercles, différents types de contributeurs. Le premier cercle, ce sont vos proches et vos amis. Le second cercle, c'est votre réseau élargi. Et le troisième cercle, c'est le grand public. Chacun de ces cercles, on va s'adresser à eux de manière assez différente au fur et à mesure de la campagne, avec un message particulier. Mais il faut, avant de lancer sa campagne, avoir bien identifié finalement quelles sont les personnes vers lesquelles je vais me tourner demain lorsque j'aurai lancé mon projet. Enfin, il faut identifier quand se lancer,
D'accord, il y a des périodes un petit peu plus propices en fonction de la discipline. Certains porteurs de projets se lancent en amont de leur saison, donc ça peut être juillet-août, alors que la saison commence en septembre. D'autres ont une échéance sportive en juin, donc il faut prévoir une campagne de 6 à 8 mois avant l'échéance sportive. Alors, il y a tout un tas de questions à se poser. Et enfin, le dernier point, c'est on parlait de cibles, on parlait de personnes auprès desquelles on va communiquer, c'est comment je vais m'adresser à elles. Et là, il y a tout un tas d'outils qui vont du mailing, du SMS, des réseaux sociaux, des newsletters au sens très large, d'utiliser des flyers sur les marchés ou auprès des commerçants aussi. Voilà, quels sont tous les outils un petit peu qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, par rapport à ces 5 questions, finalement, le rôle d'une plateforme de financement participatif, comme Fosbury par exemple, pour terminer, c'est de vous accompagner et vous aider à répondre à ces 5 questions-là pour préparer votre projet en amont. Alors Estelle, quand on voit tout ça, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit qu'il faut être spécialiste de la communication sur les réseaux sociaux par exemple, il faut être un spécialiste des vidéos pour présenter son projet. Est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde ou pas le crowdfunding? Alors oui, complètement. À la base, le crowdfunding, c'est justement un tremplin qui peut permettre à tout un chacun de s'initier dans la mise en valeur de ses projets et dans le financement des différents projets qu'il mène au quotidien. La première chose, c'est déjà qu'il y a des plateformes qui existent, qui sont toutes sur un modèle gratuit, où justement il n'y a pas de risque d'investissement de départ. Ça permet à chacun de ne payer qu'au résultat, donc de ne payer que si on réussit. C'est la première des choses, c'est qu'il y a déjà zéro risque. Ça, c'est quand même une notion qui est essentielle, qui est importante. Et la grosse valeur ajoutée de ces différentes plateformes, donc il faut savoir qu'il y en a dans tous les secteurs. Il y a des plateformes thématiques dans la culture, il y a des plateformes thématiques sur le sport, donc telles que Fosbury. Il y a des plateformes thématiques sur le patrimoine, chacune ayant ses propres spécificités, ses publics. Chacune d'entre elles a aussi une expertise à apporter aux différents porteurs de projets. Au-delà d'une interface qui va vous permettre de présenter les différents projets que vous souhaitez soumettre au public pour être financés, elle propose aux gens, donc aux visiteurs, de pouvoir payer dans un environnement sécurisé, mais elle vous propose surtout leurs conseils, leur expertise et leur accompagnement. Parce que, comme le disait Guillaume, il y a différents outils de communication qui existent. Il y a donc aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont un vecteur très important pour relayer, informer l'ensemble de vos publics des actions que vous menez. Mais il y a aussi la rédaction du projet, qui est le point numéro 1 du crowdfunding, c'est comment vous allez présenter ce que vous faites. Il va falloir que les gens, en quelques lignes, très rapidement, comprennent ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire avec leur argent, à quoi ça va servir. Il faut que les gens se sentent utiles. Et puis ensuite, il y a l'identification des temps de communication sur les différents cercles que vous avez justement. Donc vos proches, puis ensuite les gens les amis un peu plus éloignés, puis tout l'inconnu, tout le grand public. Tout ça, c'est encore des choses qu'il va falloir identifier, le lancement de la campagne, puis les relances, puis les différents messages qu'on adresse aux différentes cibles. Donc c'est des choses qui effectivement ne sont pas forcément à la portée de tous, dans le sens où ça peut prendre du temps, et puis surtout qu'il faut pouvoir le mettre en place. Mais c'est là justement toute la valeur ajoutée d'une plateforme. C'est que cette plateforme, elle est à la portée de tous. Elle est à la portée, en quelques clics, on peut créer une campagne. Et avec l'appui et l'expertise de la plateforme, on peut créer une campagne qui sera bien présentée, qui permettra à tout un chacun de pouvoir donner, soutenir et comprendre rapidement. Et voilà, c'est vraiment ça le gros du sujet sur le fait que ce soit accessible à tous. Après, il y aura quelques exemples à citer, mais on peut le faire plus tard. Au-delà de l'aspect financier, parce qu'on comprend bien l'intérêt qu'il y a de se financer sur une plateforme, qu'est-ce qu'un porteur de projet arrive à récupérer d'une campagne comme celle-ci? Est-ce que, il a essayé de lever 2 000 €, il a levé 2 000 €, mais qu'est-ce qui est les autres retombées potentielles pour lui? Alors, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Le crowdfunding, c'est pas uniquement de l'argent. La première chose, c'est que ça apporte déjà une visibilité. Étant donné que vous aurez travaillé la manière dont vous présentez vos projets, ils seront, si je puis dire, marketés. Le terme campagne est très adapté puisque vous vendez votre projet au grand public ou à des potentiels partenaires. Donc la première chose, c'est que vous allez vraiment présenter, vous allez avoir une visibilité sur vos réseaux, mais aussi sur les réseaux que la plateforme, elle, va vous apporter, du fait qu'elle génère elle-même un trafic de personnes intéressées par la thématique. Il y a cette première notion-là. Après, vous allez communiquer
sur votre campagne, donc via des emails à vos réseaux, via la presse potentiellement, des communiqués, via les réseaux sociaux. Donc encore une fois, elle va être diffusée. Il y a donc une notion de publicité, de promotion de ce que vous faites qui est indéniable. Mais après, il y a une deuxième grosse valeur ajoutée. C'est un premier pas, un tremplin vers une sorte de structuration, de professionnalisation de la recherche de financement privé. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément simple de se lancer dans la mise en place d'une stratégie de diversification de ses ressources. Le crowdfunding peut être ce premier pas, puisque vous allez être accompagné par des gens dont c'est le métier, qui vont vous aider à valoriser les actions que vous pouvez mener, à structurer vos projets, à structurer la manière dont vous allez les présenter. Puis ça peut être un premier pas vers la mise en place de partenariats. Tout le monde a des parties prenantes. On a tous des fournisseurs, des prestataires, des clients, des membres, des salariés potentiellement, des bénévoles. Tout ça, ça constitue un réseau, un vivier de personnes que vous pouvez impliquer. Et toutes ces personnes, elles ont elles-mêmes un réseau. Et c'est là, en fait, la beauté du crowdfunding. Au-delà de la diffusion et de la visibilité que vous allez avoir, le crowdfunding va vous apprendre à valoriser votre projet, ce que vous pouvez en faire, les contreparties que vous pouvez accorder par le biais de votre activité propre, donc de la visibilité pour des partenaires qui, justement, eux, peuvent relayer. Si vous n'avez pas une énorme communauté à solliciter, pensez à votre banque, votre assureur ou un de vos prestataires qui, lui, a peut-être besoin de visibilité, mais qui peut vous fournir toutes les adresses email de son annuaire à lui. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être axées ensemble et donc qui peuvent être à la portée de tous. Et en fait, c'est à notre portée, mais on ne l'identifie pas forcément. J'abonde complètement dans le sens d'Estelle. Effectivement, le crowdfunding, réussir une campagne peut être extrêmement bénéfique sur le moyen long terme. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une campagne, c'est finalement assez court. On prépare une campagne en environ 2 mois à peu près, et ensuite on l'anime pendant à peu près 2 mois également. Okay, donc ça fait 4 mois sur une échelle de temps qui est quand même assez réduite. Le fait de réussir sa campagne, vous atteignez votre objectif financier, certes, et vous pouvez réaliser votre projet, ça c'est la première partie. Mais comme le disait Estelle, en réussissant sa campagne, vous avez valorisé votre projet et vous avez fait la preuve de votre capacité à engager une certaine communauté. Thomas a parlé d'un projet à 2 000 €, mais quand on parle d'un projet à 2 000 €, on parle d'un projet qui a réuni 50, 60, 100, 200, 300, et même 500 parfois contributeurs. C'est ces 500 contributeurs finalement que vous allez ensuite pouvoir valoriser. Dans la table ronde numéro 1, on parlait de l'allocation des subventions, on parlait des subventions sportives qui baissaient parfois. Si vous allez ensuite voir votre mairie, votre département ou même des partenaires privés par la suite, en montrant votre campagne réussie et en montrant que vous avez été capable de réunir 100, 200, 300, 400, 500 personnes, je peux vous assurer que vous serez beaucoup plus fort ensuite pour aller demander des compléments de budget. Là, je me tourne vers vous et je pense que forcément, vous ne pourrez qu'acquiescer. Donc effectivement, le crowdfunding, on l'a présenté rapidement, il y a un certain nombre de concepts à respecter, mais derrière le crowdfunding, il y a énormément de choses qui vous seront effectivement très très utiles et le crowdfunding n'est certainement qu'une étape. Alors on va essayer d'être encore plus pragmatique. Guillaume, vous êtes en train en ce moment de porter un projet sur la plateforme de Fuzzbury. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre projet en général et puis de comment ça se passe votre campagne en ce moment? Qui va tomber pile poil dans mon calendrier, puisque effectivement, je suis en plein dans le projet de ma campagne. Contributeur potentiel devant vous. J'en suis à 93%, donc effectivement, je ne fais pas un appel au don, mais effectivement, je suis sur un projet, moi, de type plutôt amateur, puisque, alors, côté professionnel, je suis chargé d'affaires dans la banque, au Crédit Agricole, et côté privé, donc je suis passionné de course à pied, et donc je suis licencié à l'ESRA, Club de Reims, et j'ai pour projet cette année de faire le Marathon des Sables. Donc c'est une course dans le désert de 250 km avec puis 8 challengers qui m'accompagnent, que j'ai rencontrés donc dans ma vie professionnelle et puis dans ma vie privée. On a constitué une équipe et on court pour l'association Roseau, les enfants malades atteints de leucémie et de cancer de l'hôpital américain de Reims. Et donc cette campagne, c'est l'occasion pour moi de toucher tout un écosystème autour de mon entreprise et autour de mes réseaux sociaux pour pouvoir récolter des fonds à la fois pour l'association et puis à la fois pour mon projet, parce que ça a un certain coût. Marathon des Sables, donc inscription, plus matériel, plus tout ce qui est autosuffisance alimentaire, parce qu'il faut aussi de l'alimentation spécifique. On est sur un coût de 4 000 € environ. Et donc voilà, c'est un moyen pour moi de pouvoir
toucher des communautés. Et puis au-delà du côté sponsoring, où là j'ai aussi démarché des entreprises qui m'accompagnent sur une partie du budget. Mais voilà, c'est une autre façon de toucher différentes personnes avec ce système. Et quelles sont les contreparties que vous proposez aux donateurs? Alors les contreparties dans un projet amateur comme ça tourne autour du Maroc. Alors il y a plusieurs éléments en fonction du montant du don que les gens font. Il y a par exemple une carte postale du Maroc dans laquelle je raconterai un petit peu mon aventure. Il y a une photo dédicacée que je ferai de l'équipe ou de moi-même au Marathon des Salles. Il y a, alors pour tout le côté sponsoring, il y a aussi des logos qui sont possibles sur notre équipement. Sinon, les contreparties pour les donateurs particuliers, c'est des choses qui sont très simples à mettre en place. Voilà, c'est des choses très simples, des choses plutôt un peu humoristiques et valorisantes. Un rapport en tête-à-tête avec moi pour raconter mon expérience. Vous en reste encore? Vous pouvez encore proposer ça? Il y en a encore, effectivement. Mais c'est vrai que c'est fonction du montant attribué, et puis ça permet de donner un petit côté ludique et puis de remercier les gens aussi au travers de ça, parce que, comme on disait, effectivement, c'est important aussi de valoriser toute cette communauté-là au travers du projet. Alors c'est vrai que je touche aussi des gens sur des réseaux assez larges, puisque comme ça, on a intégré aussi dans l'entreprise au Crédit Agricole tous nos réseaux sociaux. Et il y a des gens qui participent que je ne connais pas plus que ça. Et c'est vrai que c'est assez touchant de voir que les gens sont assez en rapprochement avec les valeurs que ça véhicule. Et puis... Donc là, vous faites ça sur évidemment la plateforme de Fuzzberry. Vous pouvez nous dire comment ils vous accompagnent et si tout au long de cette campagne, quels sont les outils qui mettent à votre disposition? Alors sur l'accompagnement, on a dès le départ un interlocuteur qui est dédié sur la campagne. Donc, les règles du jeu sont fixées d'avance. Tout ce qu'on a expliqué sur le côté tout ou rien, le côté montant de la cagnotte financière à choisir. Et puis, donc c'est un outil informatique qui est relativement simple d'utilisation, où il y a plusieurs onglets. On commence par le titre de la campagne, le côté associatif ou le côté plutôt classique. Ensuite, on choisit les contreparties, on rédige son petit texte, on ajoute les photos. Ça prend un petit peu plus de temps quand on veut créer de la vidéo et puis donner un côté un peu plus dynamique. Mais on a un espace qui nous est vraiment dédié et puis un échange avec un interlocuteur assez régulier, notamment dans les échanges après pour pouvoir écrire à nos communautés, à donner envie aux gens de participer. On a des phrases clés un petit peu, tout un accompagnement sur toute la durée de la campagne. Guillaume, parmi les centaines de projets qui ont été portés sur Fuzzberry, pour toi, c'est quoi la plus belle réussite? C'est celle de Guillaume. Évidemment, à part celle de Guillaume. Voilà. Non, mais c'est. Oui, c'est une question qu'on pose souvent. C'est un chiffre que vous donnez, Charles, tout à l'heure. On a accompagné un peu plus de 1000 projets avec un peu plus de 90% de succès. C'est extrêmement difficile de choisir parmi ces 1000 projets lequel a été le meilleur, le plus sympa, le plus attirant, le plus attractif. Donc je vais faire un peu une réponse de Normand. Je pense qu'à partir du moment où un projet est réussi, à partir du moment où un porteur de projet a réussi à rassembler que ce soit 10, 15, 20, 50, 100 ou 500 personnes autour de sa campagne, voilà, ça fait partie des super projets et des top projets. Donc voilà, après on en a vraiment de tous les niveaux, vraiment sur toutes les disciplines. Donc impossible pour moi de citer un projet comme la plus belle réussite, mais je dirais que tous les projets, dès lors qu'ils sont réussis, voilà, sont pour moi un succès. Alors, quelles sont les clés pour réussir un projet et surtout quels sont les pièges à éviter? Je pose une question à Estelle ou Guillaume, comme vous voulez, je vous laisse. Ouais. Alors, on va parler tous les deux avec Estelle. Je pense que par rapport aux 5 questions à se poser initialement qui sont extrêmement importantes, et encore une fois, comme l'expliquait Guillaume, les plateformes, que ce soit Fuzzberry pour le coup ou toutes les plateformes sont là pour vous accompagner. Après, elles le font un petit peu à leur manière. La première clé, c'est de bien préparer sa campagne en amont. D'accord ? Une campagne bien préparée, c'est toutes les chances. C'est le fait de bien préparer sa campagne, c'est de donner toutes les chances vraiment de réussir.
Ensuite, lorsqu'on lance sa campagne, il y a certains temps forts. Le début et la fin d'une campagne sont des moments extrêmement importants pour vos communautés. La dynamique de collecte est aussi extrêmement importante. Donc, réussir son départ, c'est extrêmement important. Là aussi, il y a quelques idées à avoir. Typiquement, on essaie de prévenir au maximum son premier cercle quelques jours avant le lancement de sa campagne, de telle manière à ce qu'il puisse être réactif et efficace dès son lancement. Enfin, en termes de communication également, c'est une des clés extrêmement importantes. Estelle le citait tout à l'heure. Tu parlais des cercles, je parlais de la partie communication, mais finalement, la clé d'une campagne réussie, c'est s'adresser au bon cercle, au bon moment, avec le bon message. Typiquement, une erreur de débutant, on l'a mis dans le côté à ne pas faire justement, c'est ne pas diffuser sa campagne sur les réseaux sociaux trop tôt, d'accord ? Puisque vous allez informer votre communauté un petit peu élargie, par exemple sur Facebook, que vous lancez votre projet. Si votre projet est à 0%, vous n'avez rassemblé aucun contributeur, c'est extrêmement déceptif pour eux, d'accord ? C'est pas des gens qui sont les amis de vos amis, entre guillemets, qui vont et qui doivent participer en premier. Donc avant d'aller sur les réseaux sociaux, il faut avoir engagé très fortement son premier cercle. Enfin, dans la communication, on parle de Facebook, mais il y a plein d'autres outils, le téléphone, les SMS, les mailings, les réseaux sociaux à nouveau. Il faut vraiment arriver à jongler, à varier dans les outils. C'est un petit peu ce que disait Guillaume, et là encore une fois, les plateformes sont là pour vous donner des éléments de langage, vous dire vers quel site se tourner, à quel moment et quel outil utiliser. Et enfin, le tout dernier point que je citerai sur les points clés à faire, c'est surtout ne jamais se décourager. D'accord ? Réussir une campagne, c'est pas toujours facile, ça prend un petit peu de temps, il faut savoir communiquer pendant 40 à 50 jours. Guillaume, combien de temps ta campagne a duré par exemple, ou va durer ? Il reste une vingtaine de jours, mais oui, ça dure 45 jours voilà. maximum. 45 c'est vrai que la partie un peu difficile, c'est de relayer les bons messages, et puis on peut en mettre trop, déjà pour pas plomber la campagne et puis faire trop de messages. Mais trouver les bons avec les bons visuels, et puis jamais lâcher, parce que c'est vrai qu'il y a des périodes un peu de creux, mais c'est un peu un calendrier, un rétro-planning à faire comme une campagne de com, en fait, c'est un peu le même système. Estelle, si tu veux compléter. Oui, volontiers, je suis assez d'accord en fait sur le fait qu'il faut beaucoup d'implication. C'est essentiel de demander, ça peut paraître bête, mais dans toute la recherche que nous faisons, dans tous les, que ce soit auprès d'entreprises, du grand public ou même sur n'importe quel canal, il faut demander, il ne faut pas hésiter. Dès que vous allez faire un premier email ou une première demande à tous vos cercles, évidemment, donc le faire dans l'ordre. Je suis complètement d'accord. D'abord, on demande à ses cercles proches, puis ensuite, on diffuse une campagne largement que quand elle est déjà commencée. Les gens ne donnent pas sur une campagne à zéro s'ils ne vous connaissent pas. Il faut qu'il y ait quand même aussi un certain succès. Mais ensuite, au-delà de la première demande, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il y a quelques porteurs de projets parfois qui ont tendance à penser que le fait que le projet est en ligne et que la plateforme est là, ça va se faire tout seul. Il y a eu un premier mail envoyé, puis ça y est, c'est bon. Il faut s'acharner, il faut frapper à toutes les portes, il faut justement pas hésiter à identifier beaucoup de ces parties prenantes. Moi, j'ai travaillé avec un porteur de projet qui n'avait pas du tout de moyens pour communiquer, et une faible communauté. Il a aussi investi tous les samedis après-midi, il était dans les différents événements locaux du département ou même dans certains supermarchés pour sensibiliser au fait qu'il faisait une campagne. Et il s'est impliqué, et en un mois et demi, il a levé 12 000 € pour, c'était pas dans le sport, c'était dans le handicap, pour acheter une voiture. On n'a pas besoin d'avoir 5000 personnes qui sont sur Facebook. Exactement, et donc c'est pas parce qu'on a... un des pièges, c'est de ne pas le faire parce qu'on se dit qu'on peut pas. Justement, en fait, c'est juste ça, c'est qu'on n'a pas forcément une grande communauté, on n'a pas forcément moyen d'investissement, mais c'est pas grave, il faut essayer, il faut juste se structurer, penser en amont, et ensuite faire confiance, et puis surtout demander, clairement, c'est vraiment la règle d'or. Et si je peux juste me permettre une toute dernière chose dans les pièges à éviter, ça se voit peut-être un peu plus ça dépend des secteurs, c'est sur les contreparties que vous mettez en place. Il faut bien anticiper le coût de production ou d'expédition de ces contreparties dans l'objectif de collecte que vous allez mettre en œuvre. Parce que si vous demandez 2000 mais que l'envoi de toutes vos contreparties vous coûte 500 et que vous ne l'aviez pas prévu au programme, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Et toute dernière chose, on en parlait, donc des exemples de financement participatif, il y en a des milliers dans toutes les catégories possibles.
Globalement, il n'y a pas de mauvaise idée, d'accord. Vous avez Dans un la projet. piscine, dans son jardin. Oui, sauf la piscine dans son jardin. Mais encore une fois, finalement, c'est toujours sympa d'avoir une piscine dans son jardin. Et vous allez solliciter une plateforme, et c'est la plateforme qui va vous dire oui, ton projet est crowdfundable, non, ton projet ne l'est pas. Et si le projet ne l'est pas, c'est aussi notre rôle peut-être de l'orienter et de faire en sorte de trouver les accroches pour que justement il le devienne. Donc, il n'y a pas de mauvaise idée, et derrière ça, les plateformes sont là pour vous écouter et finalement vous conseiller et vous dire c'est possible ou c'est pas possible. Donc ça, c'est aussi dans les choses à faire, c'est y croire et aller tout simplement frapper à la porte d'une plateforme, idéalement frapper à la porte de Fastberit, mais voilà, et les gens vous diront, les plateformes vous diront si c'est crowdfundable ou pas, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Une question, le fonctionnement que vous dites, quand on parle en termes de budget, est-ce que c'est le même fonctionnement sur un budget à 4-5 000 euros et un budget à 300 ou 350 000 euros? Vous êtes dans le même système? Alors, des campagnes à 300-400 000 euros, je vais être franc avec vous, il n'y en a quasiment pas. Voilà. Ça, c'est une certitude. Une campagne moyenne, c'est à peu près 4 500 euros. D'accord. Un contributeur, en moyenne, apporte entre 50 et 80 euros. D'accord. Donc, 300 000 divisé par 50 à 80, je ne vais pas faire le calcul de tête, mais il va falloir réunir beaucoup de monde. Donc, pardon? Oui, en 40 jours en plus, comme dit Guillaume, effectivement. Donc je ne pense pas que le crowdfunding soit tout à fait adapté à des projets de 300 000 à 400 000 euros. Par contre, le crowdfunding est adapté peut-être pour initier le projet, aller récolter les 15, 20, peut-être 30 000 premiers euros du projet. Et comme je le disais tout à l'heure, rassembler 100, 200, 300, 400, 500 personnes qui y croient, qui sont investies et qui disent oui, ce projet il m'intéresse. Et c'est là que vous pouvez vous tourner vers d'autres financeurs, entre guillemets. Ensuite, oui, globalement, le système est à peu près le même. On cherche 1500 ou 15 000 euros. Voilà. C'est juste la fréquence et les cibles qu'on va viser qui vont être un petit peu différentes. Le niveau de qualité qui va être demandé par les potentiels contributeurs aussi, mais globalement, le système est un petit peu le même, effectivement. Oui. Dans un petit peu pratique, qui dit mécénat pour une possession donateur, pour le droit à des réductions d'impôts, comment ça se passe pour les donateurs? Pour l'entreprise qui va venir donner, parce que quand ils vous donnent, on leur fait un reçu financier. Comment ça passe? Alors, c'est très simple. À partir du moment où le porteur de projet peut émettre des reçus fiscaux pour les particuliers ou pour les entreprises, il pourra le faire dans le cadre de sa campagne de financement participatif. D'accord. Nous, par exemple, sur Fastberit, on a développé un petit outil qui permet d'émettre automatiquement et d'envoyer automatiquement les reçus fiscaux aux contributeurs. D'accord. Nous, en tant que plateforme, d'un point de vue financier, on est uniquement un intermédiaire. Okay. Comme le disait Estelle tout à l'heure, on a déployé un espace de paiement sécurisé d'un côté pour le contributeur et un espace marketing pour vous permettre de créer votre projet. Mais nous, à aucun moment, on ne touche l'argent. Quand quelqu'un participe à une campagne de financement participatif, il ne paye pas Fastberit, il paye le porteur de projet. D'accord. Donc c'est pour ça que le principe des réductions fiscales peut s'appliquer à partir du moment où le porteur de projet ouvre droit à des réductions fiscales. Et pour le coup, c'est le cas de quasiment toutes les associations sportives qui sont d'intérêt général. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était très clair. Oui, monsieur? Bien sûr, je remonte quand même sur les dons. Donc, pour moi, les dons, il n'y a pas de contrepartie. Et deuxième question, quelle est la marge que vous prenez? C'est à côté 5 000 euros. Et le montant qu'on vous laisse, c'est 50% sur ce montant, ou est-ce que c'est un financement complémentaire? Il faut avoir une sur la toute première question sur les contreparties, il y a deux articles, l'article 200 et 238 bis du Code général des impôts qui le mentionnent très très clairement. C'est quand on fait un don qui est éligible à une déduction fiscale, le porteur de projet peut accorder une contrepartie qui est équivalente à 25% de la valeur du don, maximum. Donc on peut fournir par exemple, faire un dîner en tête-à-tête ou envoyer une carte postale. C'est vrai que ça fait vraiment de la valeur qu'on y accorde. Mais oui, pour être vraiment très très dans les clous, il ne faut simplement pas aller au-delà de cette limite. Donc effectivement, c'est là la différence effectivement avec le sponsoring qui est essentiel. Sponsoring, c'est 100% de contrepartie par rapport au montant investi. On est vraiment sur une relation commerciale. Alors que le don, on peut accorder des contreparties symboliques.
sur la seconde partie, alors la commission est variable et dépend des plateformes. Sur Fuzzberry, on prélève une commission de 10% hors taxe, d'accord, donc 12% TTC. Cette commission n'est prélevée que si vous réussissez votre campagne. Donc, comme le disait Estelle au début, lancer sa campagne, en soi, ça ne coûte rien, d'accord, vous n'avez pas de frais administratifs à payer pour lancer votre projet. Et si jamais d'aventure votre projet ne fonctionne pas, tous les contributeurs qui auraient participé sont remboursés sans aucun frais, premièrement, et deuxièmement, nous, la plateforme ne facture rien, donc c'est absolument sans risque. Moi j'ai une dernière question. Fuzzberry est partenaire de nombreuses fédérations, donc il y a, je pense, des clubs qui sont affiliés à certaines fédérations, notamment sport adapté, baseball, basket. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces partenariats et notamment les intérêts qu'il y a pour les clubs de ces fédérations? Alors, c'est un des chiffres qu'on a mis dans le petit questionnaire au milieu. Aujourd'hui, en 2016, il y a eu environ 2000 associations ou clubs sportifs qui ont fait une campagne de financement participatif. Ça représente globalement 1% des associations sportives françaises. C'est rien du tout. C'est vraiment peanuts. L'année précédente, il y en avait même pas la moitié de ces 2000 qui avaient lancé une campagne. Donc on est vraiment sur un phénomène de développement. L'idée, nous, quand on fait un partenariat avec une fédération sportive, ou on peut en faire aussi avec les crosses par exemple, avec les CLOS, c'est en fait d'aller à la rencontre de tous les présidents de clubs, les porteurs de projets sportifs, et finalement de démocratiser le modèle du crowdfunding. Parce que si aujourd'hui il n'y a que 2000 clubs sportifs qui ont mené à bien un projet, c'est que finalement il y a peut-être 198 000 autres qui ne sont même pas au courant que le crowdfunding existe. Donc ça c'est l'intérêt numéro 1 quand on fait un partenariat avec une institution sportive. Ensuite, donc le partenariat on le suit, on l'anime, on donne des exemples de projets réussis dans les disciplines données, dans la région donnée, etc. Ensuite, on est dans une relation donnant-donnant aussi avec le partenaire, donc en échange d'une visibilité pour Fuzzberry et d'utiliser leur canal de communication pour redescendre le modèle de financement participatif, on offre une réduction aux porteurs de projets qui viendraient par ce biais-là. Et là, pour le coup, c'est des discussions qui sont variables et qui dépendent d'une fédération à l'autre. Utilisez ça notamment parce que donc, le pourcentage que prend Fuzzberry peut être moindre si votre club est affilié à une fédération partenaire. Il n'y a plus de questions? Alors, de toute façon, si vous avez... Oui, pourquoi un délai de 40 à 45 jours pour la campagne et pas plus Alors, pourquoi? Alors, la première raison est assez simple, c'est parce que, et je pense que Guillaume pourra abonder, ça ne sert à rien d'ouvrir sa campagne pendant 1 an et demi. C'est pas parce qu'on va l'ouvrir pendant 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans qu'on récoltera plus d'argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en volontairement choisissant une durée finalement qui peut vous paraître assez réduite, on va créer un certain sentiment d'urgence vis-à-vis des contributeurs. Ce qui est hyper important, c'est la dynamique de collecte. C'est le fait d'avoir tous les jours un nouveau contributeur, un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est ça qui va donner envie aux autres de participer. D'accord ? C'est le fait qu'ils aiment bien votre projet. Mais quand la campagne est à 90-95%, les gens ont encore plus envie de donner, d'accord ? Plus envie de participer. Je parlais un petit peu de temps fort finalement dans une campagne. Il y a le lancement qui est extrêmement important, mais il y a aussi la fin de la campagne qui est extrêmement importante. Et l'objectif financier que vous fixez peut être dépassé aussi. Et vous verrez que quand vous lancez votre campagne, quand votre objectif est à 100, 105, 110, 120%, il y a encore plus de participants qui viennent. Parce que c'est déjà financé, parce que les gens se disent j'ai envie d'y être et j'ai envie d'y participer. Donc la question de timing, c'est aussi pour créer ce sentiment d'urgence et créer cette dynamique. Ça c'est le deuxième point. Et enfin le troisième point, c'est que quand on parle de son projet, parler de son projet de manière variée, sur des supports variés, avec un message varié, le faire pendant 45 jours, c'est déjà un beau challenge. Et c'est à mon avis là-dessus que Guillaume peut je pense rebondir. Estelle disait il faut demander. Oui, mais il faut demander à chaque fois de manière un tout petit peu différente. Et c'est là, faire une demande comme ça régulière pendant 45 jours, c'est pas évident. Il ne faut pas que ce soit trop long, effectivement, puisqu'il y a une grosse phase de démarrage où il faut préparer le projet. On passe beaucoup de temps à créer ses vidéos et faire tout son plan de communication. Après, une fois que c'est lancé, c'est vrai que c'est exponentiel au départ. On a beaucoup de dons dans la phase de pause avec son cercle familial. Ensuite, les gens abondent rapidement, puis il y a une petite période de creux. Alors après, ça dépend des moments dans l'année aussi. Mais c'est vrai que 45 jours, c'est vraiment le maximum parce que dans les messages qu'on doit donner, on y laisse aussi de l'énergie et puis du temps. Et c'est vrai qu'après, ça sert à rien parce qu'il y a des périodes creuses. Et alors effectivement, début de campagne, fin de campagne, avec quelques relais au milieu, avec des
messages un peu harpons sur lesquels on est aussi aidé. C'est une durée idéale, parce qu'après, à mon avis, ça aura beaucoup de sens. Est-ce qu'il y a encore une question? De toute façon, on est là, on sera là avec vous lors du cocktail pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à vous trois, et merci au CROSS et à la mairie de Reims. Et je vous invite, c'est le CROSS de Champagne-Ardenne d'innovation qui vous invite à un verre d'amitié et pouvoir échanger. Je vous laisse la parole. Oui, juste me permettre de vous dire un petit mot pour essayer, juste vous dire un petit mot, parce que tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, ça bouscule les habitudes, ça bouscule les perspectives. On a cette tradition, cette coutume d'aller chercher de l'argent public, des dossiers de subvention. On passe beaucoup de temps en tant que dirigeant à faire des dossiers, à mobiliser du temps et l'énergie pour convaincre les élus et avoir quelques milliers d'euros. On passe des soirées à faire des dossiers CDS et à tenter de convaincre quelques représentants d'État de bien fonder de son projet sans forcément beaucoup de retours ou avec des retours qui sont de quelques milliers d'euros. On voit bien qu'à travers un modèle comme celui-ci, on est un petit peu plus maître de ce que l'on veut faire, on arrive à convaincre, on a vraiment une dynamique. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a voulu un petit peu vous présenter. On est sur des nouvelles offres, des nouvelles manières de promouvoir ce que l'on aime, parce qu'on est bien autour de ça. C'est un peu la culture, on a réussi à faire le monde musical d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'on a pu connaître le Prophonique, c'est à travers quelques chanteurs qui ont réussi à être produits parce qu'ils avaient un petit peu généré de l'envie. Le sport, un partage d'émotions, un partage d'activités, un partage de pratique. Et c'est vrai qu'on peut assez facilement, il me semble, générer une envie, une adhésion autour d'un projet qui a cet effet boule de neige que vous évoquiez, qui peut être intéressant. Donc, voilà, c'est ce qu'on a souhaité au niveau du contingent des sportifs vous proposer ce soir. On est très heureux d'avoir pu associer aujourd'hui. En tout cas, on a trouvé un intérêt commun à vous faire cette présentation. Je tiens à remercier Estelle Demarque, l'expert en crowdfunding, d'avoir bien voulu participer et apporter un œil un petit peu extérieur au monde sportif, extérieur à la société fabrique, un petit peu neutre, du coup, autour de ce qu'est-ce qu'on peut proposer. Vraiment vous remercier de l'adhésion, en fait, du nombre que vous pouvez présenter. Je veux dire que je suis plutôt fier et heureux d'avoir participé à ce lancement de ce Tour de France. Voilà. Champagne-Ardenne, Reims, voilà. On débute et on est heureux voilà, de pouvoir vous apporter un élan, faire en sorte de diffuser cette nouvelle manière de penser qui, on le dit, ne vient pas remplacer le financement. Rappelons quand même que le sport, ça relève d'un service public. On est bien sur quelque chose pour lequel on a un rôle social, on a un rôle sociétal, on a un droit à être financé par l'argent public. Néanmoins, il y a tous ces à côté, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de partager, et tout ce sur quoi on a peut-être d'autres leviers, et c'est ce sens-là que le crowdfunding est complémentaire à nos financements traditionnels, et c'est ce que je voulais vous faire partager ce soir. Merci à tous de votre participation, merci à Frédéric, merci à Estelle de leur présence. Effectivement, on a ce plaisir de vous inviter à un cocktail parce que vous assénez de nouvelles données, de termes anglais, c'est bien. Vous donnez la possibilité d'échanger autour d'un moment convivial, c'est un complément intéressant à notre soirée. Merci à tous. Merci à Clément et Marie qui nous ont fait plaisir à l'événement.